peut grandir au milieu des totems et des tabous comme tout le monde, analyser le pourquoi du comment comme certains, et tout remettre en cause comme très peu. Didier Havet est de ceci, un homme qui sait remettre en cause l'édifice intellectuel qu'il a bâti. Démarche risquée, critiquée, mais ô combien fondatrice. Il s'en explique, avec ou sans filtre. Voilà, c'est par ici que ça se passe, Didier. Bienvenue dans votre vie. Avant votre vie d'ailleurs même, hein. Oui, bien avant, bien avant. On est avec qui là? Alors ça c'est la famille du côté de ma maman, qui est en communiante, donc au milieu, avec sa sœur aînée, mon grand-père, ma grand-mère. Donc on est sur le cours Napoléon, donc à Ajaccio, puis je sais pas, maman doit avoir 10-11 ans, et puis donc avec... ses frères. Et puis, ils sont arrivés du continent. Elle est de Sospel, hein, votre maman. Alors, maman est née à Sospel. Ouais. Et ils sont arrivés du continent au début des années 50. Famille de gendarmes. Famille de gendarmes. Et il se trouve qu'à la même époque, il y a une autre famille de gendarmes qui est en Corse aussi. Et c'est celle-là. Oui, alors qui est là un petit peu plus tôt. Ouais. 1946, je crois que mon grand-père Maurice arrive. Et effectivement, deux familles de gendarmes. Alors, quand on dit gendarme aujourd'hui, c'est sûr que ce n'est pas le métier qui attire le plus de sympathie. C'était des gens sympathiques. Mais c'était des gens sympathiques. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est que j'ai rencontré, donc quand je donne mon nom, Havet, donc le nom de mon grand-père paternel, bien sûr, les gens me demandent souvent, alors est-ce que vous êtes le petit-fils ou l'arrière-petit-fils de Maurice? Et ça m'est arrivé en quelques occasions qu'on m'ait dit il n'a pas dû mettre beaucoup d'amendes dans sa vie. Avant. Donc c'est assez drôle parce que je pense que les gendarmes en Corse, en tout cas dans les années 50-60, donc avant le mouvement nationaliste, tout ça, c'est pas du tout la perception qu'on peut avoir aujourd'hui. Je pense qu'ils étaient très bien intégrés. Ils en ont de bons souvenirs en plus, hein, j'imagine. Ouais. Il est allé du côté de Cotitia, Vary, Sainte-Marie-Siché, il a bougé, lui, il a bourlingué en plus, hein, pour le coup. Hein. Coti, Calenzane. Ah oui, effectivement. Ils étaient très amoureux tous les deux, parce qu'elle est très jolie cette photo. Là, pour le coup, c'est une très belle photo, avec ma grand-mère qui a le képi. Effectivement, ils vont avoir un fils. Ouais. Entre autres, en tout cas, celui-ci qui nous concerne, hein, qui va épouser Mireille, Jean-Pierre et Mireille. C'est ça, ils se rencontrent parce qu'ils sont voisins, en fait. Ouais. Et ils se marient en 69. Alors, ce qui est assez drôle avec le mariage, c'est qu'en fait, papa avait gagné un voyage à Londres. Et à l'époque, on ne part pas à Londres avec un homme sans être marié. Donc, ils se marient et ils font leur voyage de noces à Londres. Excellent. Et donc là, ils sont à Londres. Ah, excellent, voilà. Excellent. Un mot sur votre père, Pierre. Papa, c'était un homme doux, incroyablement doux, gentil, qui aimait beaucoup la vie. Extrêmement sympathique. En tout cas, c'est toujours, chaque fois qu'on me parle de mon père, c'est toujours pour me signaler ça. Et puis je pense que c'était un homme très simple aussi. C'est-à-dire papa, c'était pas quelqu'un qui avait des grandes envies, des grands besoins, et il se satisfaisait de ce qu'il avait. Et Et votre maman? Et ma maman, c'est elle est toujours là. Puis elle m'a toujours soutenu. Je dirais, elle nous a toujours soutenu beaucoup dans tout. Y compris dans des... par exemple, je pense qu'on va en parler, mais quand je pars au Québec, je pars à 36 ans, donc c'est pas un âge où normalement où on refait sa vie, on se pose plutôt. Et même quand je vais partir au Québec, elle va pas m'empêcher de partir, elle va pas faire des choses passives-agressives, elle va toujours me soutenir, alors que je pense que ça a été très dur. Je pense que ça a été très dur. Quelque chose qui est très dur aussi, parce que on va passer à vous, elle va avoir des enfants, 2, et elle va se faire du souci pour 1 notamment. Ouais. Venez avec moi, on va vous retrouver. Voilà, vous naissez tous les deux à Ajaccio, vous et votre frère. Ouais. Hein, votre grand frère. Mon grand frère de 6 ans. Mon grand frère de 6 ans, Frédéric. Ouais. Et justement, votre maman, assez tôt, va se faire du souci pour Frédéric, un petit peu quand même. Un petit peu, même beaucoup, hein. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais disons que mon frère, c'est pas quelqu'un qui, à l'école, il s'investit pas plus que ça. Et ça tracasse un peu maman. Voilà, ça tracasse un peu maman. Et je crois que ça a eu une influence sur moi.
parce que enfant, j'avais une certaine anxiété de performance. C'est-à-dire que à l'école, j'ai dû, en quelque sorte, j'ai pas eu la liberté d'être un mauvais élève parce que j'avais un peu peur d'avoir ma mère sur le dos, je pense, pour les devoirs, etc. Donc je me suis toujours arrangé pour que ça aille plutôt bien sur le plan scolaire. Bah justement, on va vous retrouver, vous, à l'école. L'école, Ouais. vous n'avez pas le droit d'échouer, en fait, c'est ça? Pas le droit Alors, de ne pas être bon, en tout cas. Oui, mais en fait, c'est pas le message qu'on me donne, c'est le message que moi, je comprends en tant qu'enfant. Et donc, je suis un peu, c'est vrai, un peu condamné à réussir à l'école, ce qui m'a rendu bien des services, hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Il y a, je me rappelle, enfant, il y a des dictées, et je suis mauvais en orthographe. Et j'ai peur, en fait. C'est ça. Et puis on revient sur cette photo-là. Ouais. Jean-Pierre, je l'ai mis tout seul parce qu'il y a Ouais. quand même un événement très marquant dans votre vie. Ouais, tout à fait. Donc, la mort de papa, donc j'ai 16 ans. Papa meurt en 93 d'une leucémie aiguë foudroyante. Donc, il avait 48 ans. Là, il est avec son frère Alain, qui est mon parrain. Bon, ça a été dur, hein. Qu'est-ce que je peux dire, ça a été dur, ça a été... Surtout, vous n'avez même pas le temps de lui dire au revoir, en plus. Alors, j'ai pas le temps de lui dire au revoir. Alors, en fait, 2 ans auparavant, papa avait eu déjà un cancer. Ouais. Et il était guéri, donc il avait été en arrêt de travail, il avait repris le travail. Et puis, un matin, il a des bleus partout sur les bras. Dès qu'on le touche, il a des bleus. Et donc, on se demande un petit peu ce qui se passe. Et il fait des analyses de sang. Et il rentre à la maison le midi parce qu'il continue à travailler. Et là, le médecin débarque. Et il nous dit, bon, monsieur Havé, vous partez en avion sanitaire pour Marseille. Et c'est le dernier jour que j'ai vu papa, parce que papa est parti à Marseille en avion sanitaire. Et il n'est jamais rentré à Ajaccio parce qu'il est décédé 2 mois plus tard. Vous aviez 16 ans. Et j'avais 16 ans. Et donc ça a été un choc. Et le choc pour toute la famille, justement, Didier, parce choc que vous vous retrouvez que tous les 3, justement. Ouais. Et il y a elle qui doit se remettre à travailler, justement, Mireille. C'est ça, parce que maman était mère au foyer, donc puis tous les revenus, c'était papa. Et donc maman a dû être très courageuse, hein, parce que elle travaille elle doit se mettre à travailler, elle travaille dans une boulangerie au salaire minimal pendant plus de 10 ans. Donc non, ça a été difficile. Vous avez un petit peu sous-estimé ça, justement, la façon dont votre maman a dû affronter ça, peut-être un petit peu. Oui, parce qu'à 16 ans, j'étais ado. 2 ans après, je vais partir aux études. Donc je suis loin, je pars à Nice. C'est une autre histoire, justement. Ouais. On va voir un petit peu qu'est-ce que vous allez faire, justement, de votre vie. Ouais. Vous arrivez, vous approchez les 17 ans, il faut choisir ce qu'on va faire dans la vie. Il faut choisir. Et le choix, il va se faire dans une autre pièce. Ok, allez, venez avec moi. Prenez place. Et vous l'avez dit, quand vous êtes jeune, vous ne savez pas trop ce que vous voulez faire, en fait, plus tard. Il y a un vrai mystère dans notre société, heureusement, en France, existe ce genre d'information à l'orientation. C'est comme ça que ça se passe, hein, Didier? C'est exactement comme ça que ça se passe. Ce qui d'ailleurs est toujours un peu suspect chez les psychologues, parce que on dirait qu'il faut toujours qu'il y ait une grande histoire autour du choix de carrière. Faut que ça soit profond, faut que ça soit ancré dans quelque chose de traumatique. Alors qu'au final, pour moi, c'est complètement le fruit du hasard. C'est-à-dire que c'est un petit peu ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire, j'achète le supplément de, je sais pas, du Point, du Monde, et ça parle des parcours post-bac des filières littéraires.
Et alors, il y a LEA, donc langue étrangère appliquée, histoire, géo, sociologie, philosophie, et il y a psychologie. Et je lis donc ce truc et je me dis, psychologie, ça doit être bien. Va pour la psychologie. Va pour la psychologie. Et va pour Nice. Va pour Nice. C'est ça. Alors, est-ce que j'exagère en disant que c'est pratiquement parmi les plus belles années de votre vie quand vous vous retrouvez? Nice, c'est les plus drôles. C'est les années où j'ai le plus ri, je pense, de toute ma vie. On a un petit échantillon ici. Pas nécessairement à cause de ce genre de pitrerie, d'ailleurs. Mais c'est ça, on a 18 ans. Et surtout, mes amis, le noyau dur d'amis, on part tous à Nice, ou quasiment tous. Et donc, on se retrouve en cité universitaire, dans des chambres minuscules, mais on vit tous ensemble. Et c'est des souvenirs fabuleux. Et dans ces chambres universitaires, on fait la fête. Il y en a qui vivent et puis il y en a qui travaillent beaucoup. Et vous, dites-moi si je me trompe, vous découvrez une force de travail assez impressionnante, même assez surhumaine, j'ai envie de dire. Et je l'ai matérialisée avec cette photo. Votre mémoire de maîtrise, l'homme alcoolique et son défaut fondamental, et vous en train de dormir parce que vous allez travailler jusqu'à épuisement pour avoir notamment ce genre de master. Hein. Ouais. Quand il s'agit de serrer la vis 1 mois, 2 mois avant les examens, là je m'enferme dans ma chambre. Et là, donc sur cette photo, alors c'est une photo, il y a du monde autour de moi parce que c'est une photo de soirée en fait. Et je m'en rappelle parfaitement parce que c'est 98 et les études à Nice en psychologie, il y a des examens de biologie, de neurosciences en fait qui sont très très difficiles. Et là, je pense qu'on est au mois de janvier et je viens de terminer ce partiel très dur. Et donc, on est dans une soirée et je m'endors. Et vous avez la meilleure note quand même de tout l'amphi, vous avez 20 sur 20. Effectivement, j'ai la meilleure note de l'amphi. Après Nice, vous allez à Paris. Oui. Faire un DESS. Un DESS en psychologie clinique. Psychologie clinique, c'est quoi? Ça veut dire quoi clinique d'ailleurs? Alors clinique, littéralement au lit du malade. Donc ça signifie la psychologie qui s'intéresse aux phénomènes psychopathologiques, donc les troubles mentaux. On va dire. Après Paris, vous revenez sur Ajaccio. Quand même, vous travaillez dans le milieu associatif. Oui. Et puis au bout de 2-3 ans, vous vous retrouvez ici. Exactement. À Castellucci, sous la neige, à droite. Ouais. Et là, au contact justement des patients, vous faites une découverte déjà, c'est le nombre d'agressions sexuelles qu'il y a en Corse. C'est vraiment le truc qui ressort dès le début. Ces traumatismes qui se généralisent. Ouais, tout à fait. C'est très choquant parce que j'ai toujours eu un regard sur la Corse, avec l'importance de la famille comme étant relativement protégée de l'inceste, des agressions sexuelles sur les enfants. Et ça va être vraiment très choquant parce que quand mon expérience hospitalière, où je suis dans un pavillon notamment qui accueille des personnes en crise suicidaire, et la première rencontre, souvent on essaye de comprendre avec les personnes comment elles en sont arrivées là. Et ce qui ressort systématiquement, pas systématiquement mais quasi systématiquement, c'est la fréquence et la gravité, parce que c'est toujours grave, des violences faites à ces enfants qui sont devenus des adultes en grande difficulté, et beaucoup de violences sexuelles. Beaucoup. Et surtout, donc, vous vous rendez compte que tout ce que vous avez appris jusqu'à présent, ça ne marche pas fondamentalement avec ces patients qui arrivent et qui ont ces vrais traumas. C'est ça aussi, vous prenez conscience de ça, parce que votre modèle intellectuel à l'époque, en tout cas, vos dieux, ce sont eux. Exactement. Donc là, sur cette photo, je suis en pleine lecture très studieuse d'un manuel ou d'un dictionnaire de psychanalyse. Et donc, Freud et Lacan. Et ce sont... Parce que quand vous revenez en Corse, vous rejoignez la SCEF, je crois, la Société Corse d'études freudiennes. Et puis, vous étudiez, vous êtes vraiment à fond dedans, quoi. Hein. En fait, ce sont les références théoriques que l'université donne à cette époque, au milieu des années 90, à tous les psychologues. Et l'expérience clinique à Castellucci vient pour moi en tout cas, en contradiction totale
avec ce qu'on m'a enseigné à l'université, et notamment sur la question traumatique. Freud, au départ, il construit la psychanalyse sur quelque chose qui est finalement le déni du traumatisme, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux hystériques, et il dit, elles ont, c'est là ce qu'il appelle sa neurotica, la théorie de la séduction, c'est-à-dire qu'elles ont été agressées sexuellement, selon lui. Et puis, en 1897, il dit « j'abandonne ma neurotica », autrement dit, je ne crois plus que les hystériques ont été agressés sexuellement. Je pense qu'il s'agit d'un fantasme. Et pour moi, c'est une trahison totale de ce que j'entends, parce qu'en fait, les personnes que je reçois à l'hôpital, elles disent bien... Elles n'ont pas fantasmé le trauma. Elles l'ont pas fantasmé. Il y a eu des attouchements, il y a eu des fois des viols complets sur des enfants. Et on voit les résultats. Donc, pour moi, la psychanalyse, c'est aussi l'expérience d'une trahison, dans un sens. Et au milieu de tout ça, de ce questionnement, qui prend quand même... Ça, c'est pas du jour au lendemain, mais... Non, ça prend des années. Un jour, on vous parle de cette personne. Oui, alors Francine Shapiro, c'est une psychologue californienne qui a fondé la thérapie EMDR. EMDR pour, je vais le dire en anglais, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, donc désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires, qui est fondamentalement une thérapie des traumatismes psychologiques. Elle publie à la fin des années 80 une étude où elle explique comment elle traite des vétérans de guerre américains. À l'époque où les traitements des traumatismes psychologiques sont très très limités, c'est-à-dire que le stress post-traumatique est réputé être extrêmement, voire quasiment impossible à traiter. Et elle sort un article où elle explique qu'elle traite ces traumas et que ça marche avec des mouvements oculaires et que ça marche dans plus de 80% des cas. Ce qui évidemment fait rire la communauté internationale. Et vous fait rire aussi quand on vous en parle. Complètement. Quand on vous parle d'elle, vous ne prenez pas ça au sérieux. Je ne prends pas ça au sérieux du tout. Et tout. Mais quand même, vous vous dites, allez, je vais quand même aller voir, parce que vous êtes curieux, Didier, oui. Je vais quand même aller à Paris voir un petit peu ce qu'il en retourne de ça. Et qu'est-ce qui se passe sur le chemin du retour ? Alors, en fait, c'est le chemin du retour, donc tous les Corses se connaissent, c'est le RERB, bien souvent, qui s'arrête à Antony, on prend l'Orlyval pour aller à Orly, on rentre à Ajaccio. Et moi, dans le RERB, je pleure de joie. Littéralement. Je pleure de joie parce que j'ai compris... Alors, j'ai toujours compris que ce métier de psychologue, je l'aime profondément, mais que je n'avais pas les outils pour l'exercer tel que je voulais. Et là, à Paris, je comprends que ça y est, il s'est passé quelque chose et c'est ça que je vais faire. Et là, vous rentrez dans une espèce de frénésie de formation, d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Vous pensez jour et nuit, vous dormez pratiquement plus, tellement. Ouais, parce que c'est tellement nouveau, c'est tellement stimulant que en fait, je veux tout apprendre vite. J'ai une boulimie de MDR. Ouais. Et vous travaillez toujours au CMP de Castellucci, bien sûr. Je travaille toujours au CMP. Et vous introduisez peu à peu cette thérapie avec vos patients, qui au début sont frileux ou pas d'ailleurs ? Non, ils ne sont pas frileux. En fait, c'est ça qui est étonnant, c'est que les gens, quand il y a une bonne alliance thérapeutique, quand ils ont confiance en vous, ils voient que vous êtes un praticien sérieux, si vous leur dites « j'ai appris ça, je pense que ça pourrait aider », les gens embarquent. Et ça marche avec tes... Et ça marche souvent de manière spectaculaire. Pas toujours, il faut dire, parce qu'il ne faut pas vendre une panacée. Le MDR n'est pas une panacée. Mais il y a des résultats qui, par rapport à ce que j'ai appris à l'université, sont fascinants, absolument fascinants. Et donc, en 2012, Didier, vous avez votre diplôme. Alors, j'ai fait ce montage photo exprès, bien sûr. Vous avez le diplôme sérieux EMDR 2012, mais surtout, il y a la photo d'à côté. Ouais. C'est histoire de dire... À qui s'adresse le doigt d'honneur À Freud, peut-être, non, ou pas ? Alors, oui, alors... Non, c'est histoire de dire... Allez, non, c'est quoi, on tue le père, là, un petit peu ? Alors, je ne sais pas si on peut dire on tue le père, mais en tout cas, j'ai perdu confiance. Ah ouais ? J'ai perdu confiance en la psychanalyse. Entre-temps, il faut dire qu'il y a eu des ouvrages aussi qui sont sortis, le livre noir de la psychanalyse, le crépuscule d'une idole de Michel Onfray aussi. Mais oui, il y a un doigt d'honneur parce que j'abandonne tout. À ce moment-là, je ne fais plus complètement. Vous abandonnez tout et surtout, vous avez même envie d'abandonner la Corse parce qu'au même moment, autre rencontre, une certaine Karima qui vient vous voir et qui vous dit, tu sais Didier, il y a un paradis sur Terre pour les psychologues. C'est où ? Il est où le paradis sur Terre pour les psychologues ? Il est au Québec. Et donc,
Et donc, on réunit tout le monde, tous les copains ajacciens. Et donc, alors, ça prend un peu plus de temps que ça, mais on réunit tout le monde pour fêter le départ. Et donc là, nous sommes en août 2013, puisqu'on part avec ma conjointe, qui est au milieu en noir. Elle vous suit quand même, c'est la seule qui vous suit. Hein. Ah, tout le reste oui. reste à Ajaccio. Alors, c'est pas la seule parce que nous partons avec notre chat, qui fait partie de l'aventure. Et donc, voilà, c'est la soirée de départ. Et qui est au début un départ pour ce que très naïvement je pensais être pour 3-4 ans. Et puis l'aventure va se poursuivre. Et on ne va pas en parler là, l'aventure outre-Atlantique, on va en parler dans une autre pièce, ok? Allez, parfait. Venez Didier. Didier, on a quitté la belle plage d'Ajaccio et on se retrouve beaucoup plus loin, on se retrouve comme prévu. Ouais, à Montréal. Choc thermique. Choc thermique. Choc culturel ou pas? Alors, choc culturel un peu, mais surtout choc thermique. Ouais. Et puis après, il faut trouver des patients. Enfin, là-bas, on dit clients, je crois, d'ailleurs. Hein. Au Québec, on dit clients. On dit clients. En Amérique du Nord, oui, on dit clients. Et vous allez les trouver dans ce genre de clinique, dans 3 cliniques d'ailleurs. Hein. Vous allez officier dans 3 cliniques. Ouais, c'est ça. Alors en fait, le grand avantage quand on arrive d'Ajaccio, comme moi, et puis qu'on ne connaît personne, hein, on n'a pas de travail, on n'a pas de clientèle, le grand avantage de ces cliniques, c'est que contre un loyer, enfin un pourcentage, elle vous fournit tout, un bureau, une secrétaire et une patientèle. Ouais. Alors vous étiez parti pour rester que quelques temps, et puis vous allez rester un petit peu plus longtemps, et vous allez vous faire des amis. Alors j'ai cette photo, mais ce qui est intéressant, c'est effectivement que ces amis, il y a beaucoup de psychologues. Oui. Et une des différences aussi avec la France, c'est que eux sont beaucoup plus scientifiques. Ils ont tous la plupart du temps une thèse pour pouvoir faire leur métier. C'est ça. Pour exercer au Québec, il faut obligatoirement avoir une thèse en psychologie, ce qui implique d'avoir fait un internat en psychologie, donc d'avoir fait de la recherche en psychologie bien souvent, d'avoir publié des articles. Etc. Vous, comment vous le vivez, votre métier là-bas, justement là, C'est vraiment le paradis pour les psychologues. Sincèrement, oui. Ouais. On peut dire que le Québec, c'est le paradis pour les psychologues, parce que la profession est bien rémunérée, très bien reconnue, à très bonne presse, elle est très bien organisée. Bon, le paradis, peut-être pas, mais en tout cas, ça s'en rapproche. Ça s'en rapproche, et puis des fois, vous vous éloignez un petit peu de Montréal, et encore une fois, il va y avoir une rencontre qui va agir comme un déclic. Hein. C'est marrant, sur votre parcours, il y a toujours comme ça des gens qui arrivent et qui vous parlent et qui vous donnent des idées. Et ça se passe notamment à Miami. Ici. Oui. Ouais, j'ai ma conjointe qui est originaire des îles Canaries, qui a une amie qui a immigré à Miami, aux États-Unis. Et son conjoint qui me demande comme ça, mais finalement, pourquoi tu dépends des cliniques pour te fournir ta clientèle? Pourquoi tu ne fais pas un site internet et tu aurais tes propres clients? Et effectivement, après cette rencontre, je fais un site internet. C'est aussi simple que ça, quoi. Vous le faites tout seul, d'ailleurs. Hein. Je le fais tout seul. Je le fais tout seul. Mais maintenant, on a quand même beaucoup d'outils en ligne. MDR, Montréal, Didier Avé, psychologue, qui rapidement est assez bien référencé. D'ailleurs, on le trouve vite, hein, celui-ci. Oui, alors depuis la France, je ne sais pas, mais en tout cas, au Canada, dès qu'on tape MDR, Montréal, il est très bien référencié, effectivement. Ouais. Et ça vous amène de la patientèle. Et ça m'amène des patients. Ouais. Vous avez envie de revenir aussi, peut-être, non? Énormément, parce que en fait, c'est en quittant la Corse que je me suis rendu compte, parce qu'au départ, Montréal, c'est pour 3-4 ans. Mais au bout précisément de 3-4 ans, la Corse me manque terriblement. Donc vous commencez à réfléchir à comment vous allez pouvoir rentrer alors? C'est ça exactement, parce que le grand problème de cette émigration, c'est que ma conjointe, elle n'est pas autant attachée à Ajaccio que moi, parce qu'elle n'est pas ajaxienne. Elle se plaît énormément à Montréal, elle veut rester au Québec. Et moi, Ajaccio me manque et je veux rentrer à Ajaccio. Donc il faut trouver un compromis. Mais comment faire? On ne peut pas travailler sur deux pays, c'est pas possible. Sauf si on développe la téléconsultation. On regarde ce que ça donne et puis on peut vous expliquer. Allez, on peut. Vous la développez. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Vous trouverez dans mes vidéos beaucoup de conseils et de techniques psychologiques pour vous aider à faire face à l'anxiété.
J'y parle aussi d'autres sujets en lien avec la psychologie, comme la psychothérapie en général, certaines psychothérapies en particulier, le MDR, le l'EFT, Emotional Freedom Technique, d'autres choses aussi. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour être informé de chaque vidéo qui sort. En général, je publie à peu près aux 2 semaines. À bientôt. Ça permet quoi, ça, Didier? C'est qu'il y a des personnes en France ou même en Europe, francophones évidemment, qui me contactent pour faire de la psychothérapie à distance. Donc à ce moment-là, le projet de vivre à la fois à Montréal et une partie de l'année à Ajaccio devient possible à condition que j'ai une clientèle en ligne que je peux développer. Et c'est ça que YouTube permet. 37 000 inscrits, donc de plus en plus de clients. Donc là, c'est bon, Ibaya, votre compagne, elle ne peut plus rien opposer à votre envie de revenir sur Ajaccio. C'est ça, et puis elle-même, en fait, elle est très heureuse de ce choix-là, parce que, bon, Ajaccio l'été, honnêtement, c'est absolument merveilleux. Donc, oui, alors ça veut dire l'hiver à Montréal et l'été à Ajaccio. Et l'été ici. C'est ça. Vous rentrez pour de bon, donc. Alors, c'est ça, à la fois, on rentre et on reste, puisque finalement, on reste à Montréal. Et moi, je rentre à Ajaccio. Et à Ajaccio, vous continuez vos téléconsultations comme ça? Exactement. Et ça pose aucun problème? Et ça pose absolument aucun problème. Et depuis que vous êtes à Ajaccio, là, ça devient un petit lieu de tournage où vous vous laissez même aller un petit peu d'humour. Hein, on va voir sur une vidéo que j'ai trouvée là dernièrement. Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous donner mes meilleurs conseils pour rater votre thérapie. Vous le savez, on est à une époque assez formidable sur le développement de la psychologie et des psychothérapies, puisqu'on a plein de nouvelles techniques, de nouvelles psychothérapies qui ont vu le jour là dans les dernières décennies. Mais malgré tout, c'est quand même possible de complètement foirer sa thérapie, et on va voir comment on peut faire ça aujourd'hui malgré toutes ces avancées. Petit sourire. Un petit peu de magagne, en fait. Ouais. Mais ça, c'est quelque chose, justement, qui m'a beaucoup manqué à Montréal. C'est cet humour qu'on a énormément en Corse. Là, il y a un petit peu de magagne là-dedans. OK. Et puis, donc, toujours beaucoup de réactions. Ça marche bien, hein. Ça marche vraiment bien. Hein. Ça fonctionne bien. Bonjour Didier. Je suis actuellement votre programme qui est vraiment top. J'ai vu une belle amélioration de mon état. Mais j'ai développé un tag et un TOC de désinfection avec le Covid. Ce TOC est très envahissant. Ce mot TOC est de plus en plus envahissant, même dans votre pratique. Hein. Oui, même passionnant, plus qu'envahissant. En fait, avec la pandémie de Covid, alors c'est sûr que les gens qui avaient des TOC de contamination, vous pouvez imaginer, ça a complètement explosé. Mais moi-même, j'ai développé vraiment un intérêt clinique pour les TOC. Aujourd'hui, c'est un trouble que je traite fréquemment. Ouais. Pas avec le MDR? Pas avec le MDR, exactement. Ouais. Parce que, et c'est un message que j'essaye d'ailleurs de faire passer à la petite communauté MDR que je côtoie au Québec. Qui est aussi conservatrice finalement que la partie, que les psychanalystes finalement. C'est ça, on dirait qu'on ne peut pas toujours dire que telle chose ne marche pas pour tel trouble. Et pourtant, il faut le dire, le MDR ne marche pas pour les TOC. Ah ouais? Qu'est-ce qui marche pour les TOC alors? La thérapie cognitivo-comportementale, il n'y a que ça qui marche, et on le sait de manière certaine parce qu'il y a des études scientifiques qui le prouvent. Donc tout va bien aujourd'hui, Didier, alors? Tout va très bien. Tout va très bien parce que je ne suis pas quelqu'un de fier, mais si j'ai vraiment une fierté aujourd'hui, c'est que j'ai réussi à construire cette vie entre Ajaccio, que j'aime profondément, et le Québec, que j'ai appris à aimer. Avec un métier que vous avez découvert un petit peu par hasard et que vous n'en finissez pas de découvrir, finalement. Plus vous en savez, moins vous en savez, j'ai l'impression. Exactement, mais c'est un métier incroyablement riche, hein, la psychologie. Il y a toujours des psychothérapies différentes, et puis il y a des troubles différents, la preuve, auxquels on peut commencer à s'intéresser, et c'est extrêmement stimulant intellectuellement. Donc tout va bien? Tout va bien. Allez, venez à côté de moi, Didier. Le petit selfie pour finir l'émission. Merci infiniment de nous avoir fait partir dans ce voyage. Et écoutez, longue vie à vous. Vous ne laverez pas les mains? Au pire, j'ai cherché YouTube. J'ai les réponses. Ciao, Didier. Ciao. Au revoir.